Bonsoir à tous et merci d'être venus pour notre première conférence. Et aujourd'hui, on la commence avec Paul et Julien qui étaient intervenants et responsables de la pédagogie. Entre-temps, il s'est passé quelques petits événements et notamment la promotion de Paul en tant que directeur et celle de Julien en tant que directeur pédagogique de l'ensemble des écoles Strat, si je dis pas de bêtises. C'est ça? Tu dis un peu des bêtises, mais c'est pas grave, continue. Eh ben, je t'en prie, tu peux me corriger dans ce cas-là. Pour l'instant, je suis coordinateur général des grands projets, comme dirait Guillaume. Ok, voilà pour les termes techniques. Et aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur leur parcours d'étudiants et notamment le collectif qu'ils ont créé, Turfu, lorsqu'ils étaient étudiants à Strat, pour répondre à différents appels de projets. Et il me semble que vous étiez quatre dans ce collectif. On était 5 même. 5, voilà, donc on en a deux ici avec nous et puis ils vont nous parler un peu de cette dimension d'entrepreneuriat à travers différents projets, différents ratés. Et je vous laisse la parole pour débuter. Bon, déjà, bonjour à tous. Tous ceux qui seront là auront des points en plus. Merci. Alors, pour résumer un peu ce qui va se passer sur la présentation qu'on va vous faire, comme il y en a beaucoup qui connaissent déjà nos projets, on s'est dit qu'on va mettre tous nos fonds d'archives sur une présentation. Dans tout ce qu'on ne montre jamais, tout ce qui est moche, tout ce qui est pas beau, et toutes les histoires un peu drôles, pour nous, on va vous les partager. C'est un peu notre expérience en tant que Stratos et pas que d'ailleurs, même après. Si tu veux compléter. Ouais, en gros, on s'est dit, on vous montre tout le temps les trucs quali qu'on fait. Et donc là, vu que la question que vous nous avez posée, c'est sur quoi vous voulez prendre la parole, on s'est dit, pour une fois, on va montrer que des croûtes. Et en fait, c'est ce qui fait ce qu'on est et comment on bosse aujourd'hui avec Julien, que ce soit sur Intégral jusqu'à il y a un mois, ou sur Strat maintenant, et pour toute la vie, n'est-ce pas? Donc il y a un vrai intérêt à vous montrer un peu l'envers du décor, vraiment tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui n'a jamais fonctionné, tout ce qu'on n'a jamais montré. Donc on est vraiment, enfin on a pris 3 ou 4 soirées d'affilée vraiment à creuser dans nos drives, dans nos dossiers. On a retrouvé des trucs mais ignobles et on en montre une petite partie, sachant que évidemment il n'y a rien de gratuit. Dans tout ce qu'on vous montre, il y a des anecdotes, même juste là sur le premier visuel, genre notre conv Messenger intégral qu'on avait, où je lui ai envoyé à un moment genre 35 vocaux pour lui expliquer un rendez-vous catastrophique que j'avais fait avec un de nos clients, qui clairement m'est tombé dans les bras en me disant on est au bord de la faillite, pitié, donnez-nous des projets, alors que c'était lui notre client. Enfin, en fait, il nous est arrivé plein de trucs comme ça sur les 5 ans et en fait sur les 10 ans où on a bossé ensemble, qui sont assez chouettes et dont on voulait vous parler parce que c'est un peu l'envers du décor. Et il n'y a pas que des trucs beaux et cool qui nous arrivent, au contraire. Je pense qu'il y a plus de merde que de trucs bien. Donc c'est ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui pour un peu dédiaboliser l'échec, on va dire. Du coup, on commence, on est en solo là, on y va. Ouais, là, c'est votre tour. Je sais pas pourquoi on a mis cette première image là, Render People. On a une sorte de fascination pour les visualisations des modèles 3D. Ils sont toujours tous moches. Souvent, c'est fait en Russie. On adore ça. Et ça, c'est un bon exemple. C'est pas le pire. Il est assez clean, mais on aime bien. Et en effet, Paul vous a raconté la partie de droite. Ah tiens, ça c'est marrant. Je pense que Paul, tu vas mieux l'expliquer que moi. Mais c'était un commentaire sur avis Google de Strat. Ouais, donc en fait, donc on arrive à Strat avec Julien en 2012, en première année, et à la fin de la deuxième année, il y a des étudiants et des étudiantes qui ont décidé de quitter l'école, 2 ou 3. Et en fait, comme de par hasard, juste derrière, sur Google Avis, l'école s'est pris genre une dizaine d'avis 1 étoile, alors que pendant des années, il n'y avait pas eu du tout d'avis qui avait été posté. Donc on a soupçonné un raid des étudiants et étudiantes et de leurs parents qui étaient fâchés, qui n'étaient pas contents avec la politique de l'école. Et en fait, il y a d'ailleurs un avis Google, ça se supprime difficilement. Donc vous allez sur la page Google Avis de Strat, vous retrouvez si vous scrollez. Il y en a quelques-uns des avis qui sont bien salés, bien comme il faut. Et donc Dominique Siama, l'ancien directeur, avait dit à un moment à tous les étudiants, genre on va faire un contre-raid, genre je veux 600 avis Google 5 étoiles où vous saucez l'école comme c'est pas permis. Évidemment, personne ne l'a fait.
Donc en vrai, continuez à ne pas le faire. C'est assez rigolo d'avoir ces petits avis. Mais les gens étaient vraiment genre salés, quoi. C'est assez impressionnant. On vous a retrouvé la capture d'écran et donc après, ça avait circulé dans l'école. On avait fait des mèmes et tout. Ça rendait fou la direction. C'était assez rigolo. Donc comme quoi, même à l'époque, il n'y a rien qui allait à Strat. Hein, vous inquiétez pas, ça fait 10 ans que c'est en flux tendu comme ça. Ah, ça c'est à toi ça. Ça, alors, c'est complètement déconstruit. Hein. Genre, il n'y a pas d'ordre chronologique. On s'est juste réveillé. On s'est dit, bah, tiens, on va bien mettre cette image-là en numéro 3. Ça, c'était pendant notre période de diplôme. On avait demandé à une personne qui était en charge de l'école de nous taper le mot de passe administrateur sur les ordinateurs. On a chopé le mot de passe administrateur et on a téléchargé Battlefield sur tous les ordi de la salle informatique. Et on se faisait des soirées LAN au lieu de travailler sur notre diplôme. Et donc là, tu as la pointe du design français aujourd'hui en train de faire une LAN sur Battlefield. Voilà. Et quand on vous parle de chicha, c'est pas un mythe. On pratique la chicha avec Julien et avec nos potes de promo depuis vraiment bientôt 8 ans. D'où cette voix quasiment grave en fin de journée. Et on s'est fait rappeler à l'ordre en 5e année parce qu'on avait ramené une chicha dans notre salle de travail qu'on fumait pendant les heures de cours, pendant que nous on bossait sur notre projet de diplôme, en intérieur, ce qui est complètement interdit par le règlement évidemment. Et en fait on s'était fait confisquer, enfin seulement la bouteille, et pas le reste du matériel. Donc on a juste remplacé le cul par une bouteille Evian en plastique, qu'on n'a pas changé pendant quelques semaines, ce qui a sans doute participé à la qualité de nos diplômes, n'est-ce pas? Tu veux en parler de celle-ci? Alors ça, donc c'est l'époque où sur Snapchat on pouvait faire des photos à l'horizontale sans que personne ne dise rien. C'était avant que le format vertical soit à son apogée. Donc là, on est dans la cafette de Strat à Sèvres et on est à 2 semaines des soutenances de diplôme. Donc tout le monde sent la transpiration. Les gens dorment en moyenne 1h30 par nuit. Il y en a déjà un, là, Adrien Dechaume, qui est bien sapé. Lui, il était déjà prêt, il a fini son diplôme avec un mois d'avance. Il était serein. Tous les autres sont dans un jus vraiment du dernier kilomètre. Et en fait, la direction a vu qu'on était un peu dans le rush et donc a un peu mobilisé la moitié de la cafétéria pour les 5e années parce qu'on n'avait plus assez de place pour travailler. Donc ils ont dit, bah, vous savez quoi, les gens ils vont aller manger dehors, on est en juin, ils vont bien se débrouiller. Et puis bah, vous prenez la cafette et puis vous finissez vos diplômes un peu le dernier kilomètre dans le rush à la one again. Et c'était assez intense et c'était des gros souvenirs. Le problème c'est qu'avant ça, il y a eu la slide d'après. Et ça a été exceptionnel, dans le sens où les autres années, ça se faisait aussi, ou c'est seulement vous qui... Bah, ça s'est fait différemment. Là, ils ont trouvé comme moyen de mobiliser la moitié de la cafette. Les années précédentes, ils mobilisaient des salles. Mais en fait, voilà, c'est ça qu'il faut savoir. On vous l'avait déjà dit, c'est un moment. On s'est donné les moyens en 5e année de piquer en fait une salle de cours qu'on avait identifiée comme étant peu utilisée. Et il y avait tellement peu de cours dans cette salle qu'en fait, on l'a juste annexée. Genre, on s'est posé dedans un moment, on a rangé les matériaux et le bordel qu'il y avait. On a mis des tables, on a mis des chaises, on a mis des plantes, on a mis des canapes et une chicha. Et en fait, c'est devenu notre salle de projet. Et en fait, après, il y avait des visites de partenaires, d'industriels et tout dans l'école. Et ils passaient par cette salle en disant oui. Et du coup, on a donné une salle à nos étudiants de 5e année pour qu'ils puissent travailler en bonne et due forme. T'inquiète, c'est les 5e années qui ont annexé une salle et ça n'a jamais été reconnu. D'ailleurs, on me voit ici, là. Et on dormait en fait dans cette salle. C'est-à-dire qu'en fait, on avait les clés de l'école, ça il faut pas le dire, et on était dans l'école la nuit pour travailler 24 heures sur 24 sur nos projets. Et là, notre cher ami Hector, qui dort du coup ces 3 bonnes heures pour recommencer à travailler le lendemain, quoi. Ouais, ça, c'est un truc qui nous tient beaucoup à cœur. C'est qu'à chaque moment de la vie, il y a un potentiel. Que ce soit sur le mobilier, que ce soit sur du graphisme, que ce soit sur des projets, on se dit à chaque moment il y a un truc à faire. On a appelé ça le Trix. Et donc du coup, ça c'était une des premières sculptures du Trix. On a pris toutes les chaises qu'il y avait à dispo et quand tu es privé de sommeil pendant 2 semaines, au bout d'un moment, ton cerveau il réfléchit différemment. Et on est assez fiers de nous là-dessus. On revient du coup dans la catégorie croûte, échec professionnel cuisant. En 4e année, bah d'ailleurs Fabrice, qui est avec nous ce soir, nous dégote un super projet de partenariat avec Renault pour travailler sur ce qui d'ailleurs est devenu leur centre culturel à Beaugrenelle, donc au pied de la Tour Eiffel. Un plateau, un immeuble de 8 étages, anciennement parking,
que Renault voulait réhabiliter en centre culturel de l'automobile, la France étant assez reconnue pour ça. Et donc Renault a eu l'intelligence de solliciter Strat, qui est reconnu pour son excellence en design mobilité. Et donc on a bossé avec des étudiants d'un autre programme, des pros, une équipe de Renault. Et en fait, il y a eu un petit couac dans la communication. Et un soir, on s'est pris ce message WhatsApp d'une étudiante d'un autre cursus qui a vraiment pété un plomb parce que le projet n'avançait pas comme elle le voulait, sachant que c'est un projet, il y avait quand même pas mal d'argent derrière et des gros enjeux économiques. Et cette personne nous a vraiment démoli, elle nous a appelé vous l'archi. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas trop compris ce que c'était que le design, parce que du coup on était réduit au rang d'architecte et de 3D man, alors que ça fait partie du périmètre d'un designer, mais pas que. Et alors on vous épargne les 9 autres screenshots, parce que cette personne elle a vraiment pété une durite. Elle nous a envoyé un roman, un pavé, auquel on a répondu par un React pouce, en mode ça roule, on va continuer à faire du design, on te laisse t'énerver de ton côté. Et en fait, le projet, il y a eu une coquille à ce moment-là, parce que clairement, il y a eu un clash, mais on a réussi à le faire atterrir, on a présenté devant le client, présentation un peu froide au sein de l'équipe, mais on a fait atterrir le projet quoi qu'il arrive. Ça a bien marché, on a perdu le concours face à l'agence d'archi qui était contre nous, mais c'est pas grave, c'était quand même cool, c'était enrichissant. Et ça, c'était clairement une super belle croûte. Et parfois, on va vous montrer des images comme ça, c'est des images de process. C'est-à-dire que ça, on les a pas montrées, mais c'est des tests qu'on fait quand c'était un début de façade d'immeuble basé sur le logo Renault, parce que c'était le bâtiment de Renault. Et voilà, c'était des tests qu'on faisait donc rapidement pour expérimenter. Ça, c'est un peu l'enfer. On avait un logo, mais alors qui était dégueulasse. Et on s'est dit, bah tiens, on va faire un GIF dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est une opportunité, quoi. Et on s'est dit, on va foutre un GIF sur la bannière LinkedIn d'Intégral. Et comme ça tournait, on s'est dit, ça serait vachement intéressant de faire des captures d'écran progressives de la bannière pour réécrire Intégral. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Ça nous a pris quand même une soirée entière, hein, pour essayer de faire la capture d'écran au bon moment, pour avoir le N, puis le T, puis le E. Bah, ça nous a bien amusé, quoi. Et ça, c'est un peu notre amour avec notre adresse email, parce qu'on a décidé très tôt d'avoir un accent sur notre nom de boîte qui était Intégral. Et comme on est sacrément con, on s'est dit, bah tiens, on va le garder pour nos adresses email. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucune adresse email avec un accent, il y a une bonne raison pour ça. Ça, c'est la représentation de notre adresse email sans accent. Je pense qu'on a perdu 50% de nos clients à cause de cette adresse email. Et après, on s'est un peu amusé, genre notamment sur LinkedIn, ça fait int et graal.com derrière. Enfin, il n'y a rien qui allait. Donc, dès qu'on communiquait sur notre nom de boîte, personne ne comprenait, quoi. On s'est appelé intégral, je crois, sur Insta. Et après, on a testé plein de formats différents parce que l'accent ne marchait jamais, quoi. Je vous conseille pas de mettre un accent. Mais on s'est bien marré aussi. Donc le Turfu, c'est un collectif qu'on avait créé en deuxième année. On était 5 dedans. C'est un collectif qu'on a gardé jusqu'en quatrième année. Le projet Renault, dont on vous a parlé juste avant, a participé à la mort du collectif. Et après, c'est pas de ta faute, Fabrice, t'inquiète. C'est de la faute de vous, l'archi. Et après, téléphone. Et après le diplôme, bah, on a continué à bosser ensemble avec le Turfu, mais au début à 3, et on a appelé ça Intégral. Et vu qu'on avait des grosses ambitions, on s'est dit, bah, on n'a pas d'argent, mais on va quand même louer des bureaux. Faisons les choses à l'envers. Après tout, c'est ce qu'on a fait pendant 5 ans à Strat, donc continuons dans cette lancée. Sauf qu'on a introduit la variable argent qu'on n'avait pas. Et donc on a loué des bureaux qui étaient beaucoup trop grands pour nous, qui étaient beaucoup trop chers pour nous et qui n'étaient pas du tout meublés pour nous, parce que du coup on n'avait plus d'argent après avoir payé le loyer. Et donc en fait, bah, il y avait Constantin, il y avait Julien, c'est moi qui prends la photo. Ça, c'est l'oncle de Julien qui nous louait les bureaux. Le cousin, pardon. Ouais, à cause de ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Constantin, un mois après qu'on ait signé les papiers de l'Intégral, où on avait chacun 33% des parts, il nous a dit, bah, en fait, j'ai pas envie de participer à Intégral. Et sauf que nous, on lui a dit, bah oui, mais on vient de signer ensemble des bureaux qui coûtent cher, et donc il faut ramener l'argent, et on a besoin d'être 3. Et il a dit, d'accord, je rentre chez moi à Lille, au revoir. Et il est parti. Et on s'est retrouvé avec un loyer très cher à payer, et puis on avait lancé des travaux dans les bureaux, sinon c'est pas drôle, parce qu'on voulait mettre un studio photo, et un Fab Lab, et des trucs cool. Et donc on avait des artisans qui venaient tous les jours casser des murs.
et qui nous demandait de l'argent. Et puis il n'y avait plus Constantin, donc il n'y avait plus d'argent. Donc on est parti, ouais, tu veux raconter ça? Ouais, en fait, on a loué une voiture et on est parti un dimanche soir avec les clés du truc, genre on s'est cassé quoi. Dans la nuit, on s'est cassé. On a vraiment trouvé la bonne heure où il y avait personne. On se disait bah tiens, au moins personne va nous choper. Hop, on a pris tout ce qu'on devait prendre et on s'est cassé quoi. Parce qu'on avait une astuce qu'on n'avait pas signé le contrat officiellement, donc du coup on a pu partir. Mais du coup c'est pour ça que je parle plus à mon cousin. Voilà, c'est une bonne. Donc montez vos business avec votre famille, c'est toujours bien ça. Et ça c'est dans les bureaux aussi. C'est sur ce petit tableau qui est très très moche. Sur, tu sais, c'est les trucs de tableau noir là que vous pouvez coller au mur. On s'est dit que c'était une super idée, surtout que c'était genre notre plan pour faire 60 000 € dans le mois. Ça n'a jamais marché. C'est tout là-dessus, je pense. Ah ouais, et du coup, on s'est dit, super, on a trouvé un truc trop cool, genre ça permet de faire des patates et ça permet de faire circuler des flèches dedans, tu vois. On s'est dit, génial, on va faire tout notre plan financier là-dessus. Alors, voici la structure d'intégrale. Vous imaginez, on a même pensé à la retraite. On était, tu vois, on avait quand même une dose fun aussi au milieu de tout ça. Genre, on était genre très sérieux. Ça, on s'en est jamais servi. Mais ça nous a aussi pris, je pense, une bonne demi-journée à le faire fonctionner. C'était assez fun. Et du coup, pour ramener l'argent. Et ouais, donc vu qu'on était 3 et que finalement on n'était plus que 2 et qu'on a quitté des bureaux et qu'il fallait quand même payer les artisans, etc., bah fallait vraiment qu'on fasse de l'argent très très vite. Genre vraiment très très vite. Donc bah, on a pris des clients, les premiers qui nous tombaient sous le coude, qui ont été d'ailleurs fidèles et qui ont participé à notre épanouissement professionnel, n'est-ce pas? Notre plus gros client ayant été les premières années L'Oréal, qui nous faisait faire ce qu'on appelle un travail alimentaire. Alors on n'a absolument rien contre L'Oréal, juste nous on n'aime pas, c'est tout. On n'aime pas ce qu'ils nous font faire. Franchement, si vous aimez, respect, si vous aimez pas, on vous comprend. Et donc bah, ça a été des missions alimentaires pendant 3 à 4 mois, tous les 6 mois, pour renflouer les caisses, ce qui nous a permis de payer les travaux et les artisans dans des bureaux qu'on n'avait plus, et de redresser, se redresser, on va dire. On n'a jamais été droit. Et par contre, c'est vrai que ça, c'est une croûte en continu, parce que ce que L'Oréal nous a demandé de faire, c'était jamais sexy, c'était jamais vraiment intéressant, et à nouveau, on parle pour nous, mais ça a participé à l'alimentation des caisses d'un argent qu'on réinjectait dans des projets cool. Donc c'est une croûte assumée, celle-ci. Elle n'est pas comment dire, involontaire. On a intégré dans notre temps de travail et dans notre jus de cerveau le fait de bosser avec un client qui nous payait extrêmement bien pour faire des trucs qu'on n'aimait pas du tout. Demi-croûte. Et ouais, alors L'Oréal, ça a son lot d'anecdotes, hein. On pourrait faire une conf à part entière sur ce qui s'est passé à L'Oréal. Le meilleur exemple, c'est l'un de mes clients, Olivier, je dirais pas son nom de famille, qui, donc on se parlait par texto, parce que quand on est freelance, il n'y a pas de limite à la vie perso et à la vie pro. Et donc il me parle en français hein, par texto, parce qu'Olivier il est français. Et un jour, je sais pas pourquoi, il m'a envoyé un texto en anglais. Et donc moi, le premier truc que j'ai fait, c'est faire une capture d'écran et l'envoyer à Julien en lui disant ça va dans le dossier étoile, ça, direct. Là, dans ce screenshot, il y a tout qui va et il n'y a rien qui va, c'est parfait. Surtout qu'il y a 9 minutes, et il y a 9 minutes, il a direct capté qu'en fait on était entre français et que c'était un peu me flexer que de me parler en anglais. Donc ça, le let me know, là, moi je l'adore. Et on pourrait se faire un oreiller avec ça. Dans les missions pas ouf qui sont des bonnes croûtes, il y a eu le Covid, hein, on est d'accord. Hein. Pendant le Covid, il fallait faire de l'argent. C'est la seule période, moi, de ma vie où j'ai pas bossé pendant 2 mois d'affilée parce qu'il n'y avait pas de mission. Et donc, dès que j'ai retrouvé une mission, je l'ai prise sans me mettre de filtre, de qualité, d'intérêt, de est-ce que c'est sexy ou pas. Et je me suis retrouvé, là, je suis en haut à gauche, là, chez moi à Paris, en suite avec ma casquette parce que je pense que je n'étais pas encore douché. C'était des rendez-vous à 8h du matin avec des gens hyper motivés qui te disaient qu'ils étaient Chief Happiness Officer dans une boîte de une personne, donc c'est-à-dire de eux. Et donc là, on se retrouve sur un tableau blanc à dessiner des solutions pour aider les gens à être heureux pendant un confinement. Envie de mettre des coups de pied, quoi. Et donc, on est avec des gens qui ne sont pas designers, qui t'expliquent que toi, tu vas faire des dessins. Et donc, moi, j'ai fait ça. Quelqu'un heureux avec des paillettes. Ça, c'est l'une de mes plus belles croûtes. Ça, tu vas en parler, ça. D'ailleurs, ça, c'était pour préparer un atelier, d'ailleurs, pour Epitech. Fabrice encore. Hein. On t'adore, Fabrice. Et c'est vrai que tu nous as fait vivre pendant très longtemps. Il fallait préparer un atelier. Et comme on n'avait rien à faire, genre 1 heure avant l'atelier, on s'est dit, tiens, on va faire un message d'accueil en utilisant tous les post-it du logiciel.
donc soit Figma ou Miro ou n'importe quoi, et on s'est dit on va utiliser une lettre par post-it. Ça nous a quand même pris, je pense, une demi-heure de faire tout ça là. Encore une fois, je vous dis, genre, tout est une opportunité, et on s'est dit, genre, vas-y, viens, on va faire une phrase complète avec des post-it. Ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez ne pas comprendre, mais nous, ça nous a bien fait marrer pendant une demi-heure. Alors ça c'est un vrai combat, ça. À Intégral, on avait une sous-section, parce qu'on avait pas mal de sections. On était tous dirigeants de chaque section. Et on avait une section qui s'appelait le RAID. Dans cette RAID, qui était dans le dossier formation, d'ailleurs, dans ce dossier RAID, on avait les gentils et les méchants. Et ça, c'est des screenshots des méchants. Donc c'est des gens qu'on croise sur LinkedIn. Et quand on regarde leur profil, on n'est vraiment pas content, quoi. Ça, alors là, on redevient sérieux 2 petites secondes. On a vraiment un dossier méchant avec des captures d'écran LinkedIn de gens qui se prétendent designers ou, pire, rainmaker, comme Patrick. Son premier titre, c'est quand même rainmaker. Le gars, c'est un nuage, quoi. C'est quand même gravissime, je trouve. Et ça, c'est des gens qui vous volent votre travail. C'est pour ça qu'ils sont dans le dossier méchant. Parce qu'ils disent qu'ils font de l'innovation, qu'ils font du bon design pour des personnes dont ils veulent le bien. C'est pas vrai. Eux, ils font des post-it, mais pour de vrai, ils sont sérieux quand ils font des post-it. Ils font pas comme nous avec Julien, où on met une lettre par post-it pour rigoler. Et littéralement, ils vous volent votre travail avec des idées à la con. Et nous, ces gens-là, on les chasse. On fait une capture d'écran, on les met dans un dossier méchant, et si un jour on retombe dessus, on n'est pas gentil avec eux. Parce qu'il faut vraiment être conscient qu'ils existent, parce que le design, c'est vraiment cool, ça brille, et eux, ils se disent, oh putain, ça brille, et si je me baissais pour le ramasser? Sauf qu'ils n'ont pas fait les 5 ans d'études avant, pour avoir l'autorisation de se baisser pour le ramasser. Donc battez-vous. Ça, c'est une vraie guerre. Ah ouais, oh putain, mais... Voilà. Donc ça, voilà, là on est sur quelqu'un, on a quand même enlevé le nom, par contre, je sais pas si on voit, mais elle a que 28 vues. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Elle a réussi à corrompre que 28 personnes. Ou alors il y a une personne qu'elle a corrompu 28 fois, peu importe. Donc ça, c'est la méthode de base en 3 étapes. C'est vraiment le genre de vidéo qu'il ne faut pas regarder si tu veux faire du bon design. La méthode de base en 3 étapes, déjà, rien que le titre, il n'y a rien qui va. Genre, c'est des personnes qui ont lu un bouquin, voire le résumé d'un livre sur le design et qui disent « Ok, c'est bon, je suis professionnel ». À éviter à tout prix. Et eux, ils produisent des croûtes aussi. Et si vous arrivez à comprendre le texte qu'il y a au-dessus, je vous donne 2 points de plus. Ah, ça c'est ouf. Moi, ça m'alimente tous les jours de ma vie, ça. Tapez dans Google dimension A2 en centimètres pour savoir la taille d'une feuille A2, et en fait, il te mesure l'autoroute A2, et ça te met 7,6 millions de centimètres. Ça, je peux me réveiller tous les matins et voir ce genre d'image, tu vois. Ça me rend heureux, tu vois. Et du coup, ça mérite un screenshot, et du coup, c'est là, quoi. Ça, c'est d'autres tests. Je pense que certains l'ont vu. C'était sur notre projet sur l'air quand on est parti 6 mois chasser le Mistral. Comme ça peut faire très bourgeois, mais en fait, on s'est bien amusé. Et on scannait des arbres à longueur de journée. On prenait des téléphones, des appareils photo, des drones, et on scannait des arbres. Et on passait notre journée à essayer de reconstituer un arbre. Et on vous montre que la partie basse parce que la haute, elle est moche. Donc voilà, c'est cette image, quoi. Ouais, donc quand Constantin nous a quittés, on s'est posé plein de questions avec Julien, notamment comment faire de l'argent. Et après, on s'est demandé comment faire quand même des projets cool. Et le premier projet qu'on peut qualifier de cool, c'est quand on a travaillé ensemble sur la thématique de l'air. Et à un moment, on s'est dit, on va bosser sur l'air, on va faire plein de projets autour de l'air. Et l'un des projets, c'est un projet de cerf-volant pour faire passer des messages. Et donc, on a fait des recherches sur les cerfs-volants. On a trouvé le format des Rokaku. C'est un cerf-volant japonais, c'est ça, non ? Je crois que c'est ça. Donc c'est un format de cerf-volant hyper résistant, hyper facile à faire, qu'on peut faire en do-it-yourself. C'est très très bas de gamme en termes de matériaux. Là, on a tout trouvé genre à Graphigro, quoi. Et il nous fallait en fait un espace dédié pour faire voler ces cerfs-volants, pour les essayer. Et donc on est allé dans un grand parc à côté de Paris, à côté de la Défense, où on avait l'autorisation de faire voler ces cerfs-volants qui peuvent quand même monter à 50-60 mètres. Donc sinon c'est interdit. Et en fait, on y est allé par temps de grand vent, parce que pour faire voler un cerf-volant, on s'est dit qu'il fallait du vent. Et en fait, ils n'ont pas décollé une seule fois, parce que du coup, il y avait trop de vent. Et les baguettes de Graphigro, elles n'étaient pas assez solides. Et donc là, j'ai plus de photos de Julien en train de réparer les cerfs-volants que de photos de ma famille, je pense. J'ai vraiment un max de photos de ça. Ça, c'était une bonne journée croûte, parce qu'il avait plu le matin même. Et donc, on est dans un parc qui est semi-terreux, semi-boueux.
Et donc on est obligé de mettre nos genoux sur le cerf-volant pour pas avoir le jean tout crotté. C'était vraiment une belle journée. Tu veux en parler ça? Ça n'a rien à voir, c'est des tests en 3D quoi. Encore pour Epitech d'ailleurs. On a beaucoup travaillé sur un grand plan pour Epitech qui était genre comment rénover leurs diplômes, comment recommuniquer autour des diplômes sur une école de code, comment revaloriser le code, etc., etc., etc. Et ça faisait partie d'un des rendus sur des mobiliers qui pouvaient être déplacés facilement, reconstruits facilement pour présenter des projets. Et ça là-haut, c'était un test en 3D où tu sais quand vous appuyez sur une option et en fait la 3D elle part complètement en couille. Et donc du coup, screenshot, hop, dans un dossier. Un jour ça servira, bah du coup on vous la présente aujourd'hui. Ça c'est pas mal ça aussi. On travaille pour un... Tu sais, c'est quand vous commencez les petites missions de freelance où c'est un pote d'un pote qui vous appelle et qui dit tiens j'ai un projet de montre, c'est toujours pareil, toujours un projet de montre. Et il dit bah super, il nous faut le dessin d'une montre, il nous faut un logo aussi. On s'est dit ok d'accord, super, on n'a jamais fait de logo de notre vie. Et du coup on dessine ça là, très fier de nous. Et après je pense que c'est Paul qui voit une cuvette de shot, il dessine le logo dedans et il se dit ah, voilà, tu sais quoi, on va changer le logo du coup parce que ça va pas du tout. Et du coup enfin ce projet il a jamais été validé, on n'a jamais été payé, enfin c'était l'enfer de A à Z. On était avec des gens qui faisaient une école de commerce, ils veulent lancer leur montre, leur série de montres, enfin il y avait rien qui allait là-dedans quoi. Mais on prenait tout ce qu'il y avait à apprendre quoi. C'est laquelle? Bah, le client, c'était des potes de Constantin. Et du coup, il est parti, Constantin, et puis il est parti avec le client, du coup. Mais il est parti avec notre travail aussi, au passage. Ça c'est une belle croûte, mais on pourra pas vous la montrer parce qu'il est parti avec toute la croûte. Donc on a gardé la photo de la cuvette des chiottes. Parce que c'est à peu près tout ce qui nous reste. Il est vraiment parti avec tout, quoi. Donc bon, il peut y avoir des clashs parfois, ça arrive. Ça, c'est pour toi, ça. Alors ça c'était l'enfer. Sur notre projet sur la démocratie, donc on avait fait l'air, puis on a fait la démocratie, vous savez c'était les projets de 6 mois, on travaillait 6 mois dans l'année pour faire beaucoup d'argent, et on reclaquait tout dans un projet en fonds propres. Et on s'est dit qu'est-ce qui était un peu chiant et pas ouf à travailler, bah super la politique, ok on fonce dedans. Et on se dit comment est-ce que le design peut apporter quelque chose dans la politique de demain quoi. Et ça c'était un résumé de toutes nos recherches, de bouquins qu'on a lus, de conférences qu'on a faites, de rendez-vous qu'on a eus. Et on a dû accrocher mais des murs et des murs de post-it. Et alors ça pour le trier, mais l'enfer quoi. Mais ne faites jamais ça. Ça nous a servi un petit peu quand même. Bon, on a écrit un bouquin quoi. C'est cette prestance des gens qui écrivent des bouquins quoi. Enfin, ça c'était le projet ça. Ça c'était des tests en 3D qu'on a fait. Alors là-dessus on nous a tellement clashé. Donc ça c'est pas l'image finale, hein, on vous montre que des tests. C'est la slide d'après je crois. Ah ouais, nickel ça. On a posté sur LinkedIn, mais alors on s'est pris des commentaires, des surfroides quoi. Ouais, en fait, le projet sur la démocratie, donc on y a passé à peu près 5 mois avec Julien, hein, non-stop, sans prendre de vacances et tout. Voilà. On a vraiment dépensé beaucoup d'argent pour traverser la France, rencontrer des maires, des élus locaux, parler avec des citoyens, visiter des lieux, etc. Voilà, bref. On écrit un livre de 250 pages sur la démocratie, avec à la fin un projet qui essaye de résoudre les maux de notre 5ème République. Donc vraiment, on est dans une démarche de bienveillance et d'amélioration du quotidien. Et puis y a Eric Matarasso, on a oublié de cacher son nom sans faire exprès. Allez voir son profil pour lui mettre une petite presse. Donc on publie ce travail de 5 mois qui nous a coûté vraiment beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie sur LinkedIn en mode humanité, voici ce qu'on peut t'offrir. C'est totalement gratuit. On a mis le bouquin en Creative Commons réutilisable, sans condition, sans même nous citer. Et le mec nous dit, Julien et Paul, déjà ils nous appellent par nos prénoms, ça c'est ouf. Julien et Paul, vous êtes sérieux. Et vous savez, quand vous publiez un truc sur LinkedIn, vous avez les notifs. Et nous, on n'était pas habitués à avoir des commentaires dans nos publis. Donc moi, je dis à Julien, putain, et tout trop bien, on a un commentaire genre go, tu vois. Et là, on se tape le message de l'ex hystérique qui te cite. Donc le gars, il a quand même lu nos articles. Et ensuite, il est venu nous clasher, donc royal. Hein. Donc là, on a toute une partie de notre conf Messenger avec Julien où je lui envoie des brouillons de réponses que Julien me validait en me mettant un pouce react. Et le gars, je lui ai répondu. Hein. Ça a pris 6 commentaires à lui répondre. Parce que tous ses arguments, je les ai déblayés, évidemment. Le mec a jamais répondu. Parce que c'est ça aussi les trolls. Et donc, c'est ça. Ça, c'est parce que ce gars-là, Eric, c'est une de nos croûtes. Hein. Parce que, en fait, c'est l'un des seuls à avoir commenté le post.
Et après, on n'a que des cœurs React de gens qui nous disent bah, on vous soutient et tout, c'est cool ce que vous faites, on vous connaît. Et à côté, on a Yves, pas le nôtre, hein, qui dit on dirait un bunker ou une ligne Maginot, ça donne envie, 3 petits points. Ça, c'est les bons boomers qui mettent 3 petits points en mode à méditer. Voilà, donc alors là, le sous-propos, c'est n'hésitez pas à publier votre travail. Hein. Par contre, sachez que vous allez vous faire défoncer par Eric et Yves. Ça, c'est une nouvelle capture d'écran du projet sur la démocratie. Peut-être que ce qu'il faut dire, c'est que là, tout ce qu'on vous montre, c'est quasiment que des screenshots. On a une vraie culture du screenshot avec Julien, du travail pas fini. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye aussi, via cette prise de parole, de vous transmettre. C'est cool de montrer des vitrines quali, bien léchées et tout, mais en vrai, les screenshots de croûte, c'est la base pour montrer votre process. Et vous avez plein d'anecdotes autour de ça que vous pouvez montrer après, que vous pouvez vendre dans votre portfolio et tout. Franchement, c'est presque aussi quali que le projet final. Et surtout que là, on vous montre les screenshots qui n'ont pas été retouchés. Mais souvent, quand on fait un screen, derrière, on retaffe dessus. Soit on réimprime, soit on fout ça sur Photoshop, on redessine dessus et on se le partage. Et chacun redessine dessus. En fait, pour nous, c'est un outil en plus dans la prod de visuel. Ça, vous êtes au courant, mais c'est un peu notre projet de vie, ça, tu vois. On a trouvé une première affichette de massage naturiste. Et on s'est dit, tiens, c'est vachement intéressant comme truc. Et en fait, c'est quand j'allais chez moi, sur les pare-brises des voitures, à chaque fois, il y en a toujours une nouvelle. Donc du coup, je la prenais. Je la filais à Paul qui a acheté un lutin exprès pour ça. Un lutin rouge. Un classeur, pardon. Parce que le lutin, c'est un peu old school. Et là, du coup, on a à peu près une quarantaine d'affichettes. Toutes différentes. On connaît tous les modèles. Parfois, il y a un nouveau modèle qui surgit. Là, ça devient intéressant. On a commencé à regarder la société qui le faisait, invisible, inconnu. Mais il s'occupe de toutes les affichettes à Paris. Récemment, on nous a sorti une affichette à Lyon. Encore la même personne. Le même graphiste. Et là, on se dit, il y a un truc à craquer, quoi. Quand je vous dis que la vie, c'est une opportunité, quand nous, on est tombé là-dessus, on y allait à fond, quoi. Et ça, limite, on peut le présenter à nos clients. Et là, on dit, bah là, il y a une vraie démarche de réflexion, de design, etc. Bon, on le fait pas. Hein, mais... J'adore cette presse où les images elles sont vraiment collées sur un bord. Et ça, c'est... on reçoit un premier message sur LinkedIn d'une personne qui s'avérait être un faux profil LinkedIn. Et toujours les mêmes typologies, donc la même construction de nom, la même construction d'image, les mêmes photos. Et en fait, du coup, on a commencé à scanner tous les faux profils LinkedIn qu'on pouvait trouver. On les a tous alignés. En fait, il s'avère que la position des yeux était toujours au même endroit. Et ça, c'était ouf. On s'est dit, ah, il y a un truc à faire là-dessus. Ils sont tous étudiants de chaque école qui existe en France. Donc, il n'y en a jamais deux de la même école, mais ils sont tous dans une école différente et ils ajoutent tout le monde. Ils ont tous entre 20 et 30 abonnés. Et ils font les trucs les plus génériques du monde. Et on s'est dit, ça, c'est génial encore. Il y a un truc à creuser. Là, par contre, il y a vraiment un sujet. Hein. Je vous invite à creuser parce qu'il y a moyen qu'il y ait un vrai complot autour des faux profils LinkedIn. Genre, on a trouvé ça par hasard, c'est que des faux profils avec des photos de profil générées par une IA. Mais sauf que ce screenshot, il date genre d'il y a 1 an et demi. C'est quand la génération d'images a commencé à être présentée au grand public et qu'on pouvait juste générer des visages. Mais vous savez, où les cheveux ils étaient un peu flous et tout, machin, c'était un peu le bordel autour. Il n'y avait pas de boucle d'oreille, c'était quasiment pas possible d'avoir des lunettes. Et on s'est dit, mais c'est quoi, ça sert à quoi d'avoir des faux profils avec 20 abonnés? Et on n'a jamais compris. Et on a cherché sur internet et tout, il n'y a personne qui a genre mené d'enquête là-dessus. Donc ça, c'est une croûte, mais ça va devenir un projet, ça. C'est une croûte en attente. Il y a une vraie opportunité, là. Ah ouais. Ah, ça, faut qu'on s'en parle. Quand on vous dit qu'on aime bien les captures d'écran bizarres de personnages en 3D, Brotherhood, je l'ai envoyé à Julien un matin, sans le prévenir. Je pense que depuis, il va voir un psy. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je télécharge sur des sites un peu chelous des ressources en 3D pour pas les payer. Et bah forcément, je les ouvre pour vérifier ce que c'est. Et un jour, j'ouvre Brotherhood. J'ai refermé direct. Parce que je pense que le pack d'objets 3D, c'est pas à quoi je m'attendais. Vraiment. Et du coup, vu qu'il y a marqué Together Brotherhood, on s'est rappelé d'un truc qui s'est passé l'année dernière. C'est la petite capture d'écran là en bas à gauche qui est un peu illisible. Il y a quelqu'un dans cette école, là c'est les confidences, hein, il y a quelqu'un dans cette école qui a créé une adresse mail qui s'appelle julienpaul@gmail.com et qui nous a... Ouais, ah oui, bromance julienpaul@gmail.com, sans déconner, c'est une histoire vraie. Hein.
et qui nous a écrit à Julien et à moi, mais genre à 8h du mat, un jour random, avec une pièce jointe. C'est ça là, Bro, avec introduction et chapitre 1, et c'est une fan fiction sur un amour secret entre Julien et moi. La vérité. Et il y a 2 pages, c'est plutôt mal écrit, donc si la personne concernée est dans l'assemblée vraiment lit, parce que là ça va pas du tout. Et enfin c'est ouf quand même. Et on s'est dit, voilà, Together Brotherhood, la fanfiction sur Julien et moi, il fallait qu'on vous en parle. Ça c'est vraiment, c'est une super belle croûte ça. Par contre, si la personne elle nous entend, on attend toujours le chapitre 2, ouais. Non, parce que c'est bien beau de faire ce genre de truc, mais nous, ça c'est un projet pour nous. Donc du coup, il faut nous alimenter aussi. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu du coup? On lui aura répondu. Ah ok, vous l'avez laissé en vue. Pourtant, il y a eu Vraiment, beaucoup au début, quand on l'a d'investissement, reçu, on s'est dit, quelle est la punition qu'on va infliger à cette personne? Et après, on s'est dit, après une dizaine de lectures, et vraiment une souffrance, quoi. On se dit, en fait, il y a peut-être un potentiel, quoi. Cette personne, peut-être qu'elle se cherche, tu vois, peut-être qu'elle veut prouver quelque chose, n'importe quoi, tu vois, je m'en fous. Mais je me dis, il faut que cette personne s'exprime. Parce que je vais jamais empêcher les gens de s'exprimer. Ça c'est beau ce que je viens de dire. Ouais, et donc le dernier projet qu'on a réalisé avec... on est dans les temps ou pas? C'est bon? Ouais, c'est bon? Ok. Ouais, quasiment, ouais. Le dernier projet qu'on a réalisé avec Julien là, sur nos projets de recherche, c'est un travail sur les archives. Et il y a un moment où, dans une des scènes de notre film d'une dizaine de minutes, on voit une ville au fond, enfin vraiment au dernier plan, on voit une ville abandonnée. Et Julien me dit, ouais et tout, t'as fait un peu de graffiti quand t'étais en début de cursus à Strat. Genre c'est une ville abandonnée, ce serait cool d'avoir des tags. Et en fait, j'ai fait, genre, combien j'ai fait? J'ai fait 40 pages à 3 de tags, ça du coup c'en est une. Et en fait, on a utilisé 2 tags à la fin. Et en plus, vu que c'est au dernier plan, il se voit pas. Et donc là encore chez moi à Paris, j'ai 40 feuilles à 3 avec des marqueurs, des tags qui me servent à rien, mais que je vais garder parce que c'est quand même cool. Ils sont plutôt réussis, je trouve, avec marqué archives. Et dans le film, on les voit pas. Donc ça, c'est un super bon exemple de croûte type temps mal investi. J'ai vraiment passé 2 jours à faire ça, et en fait, on les voit pas. Mais derrière, je les mets dans mon portfolio. Mais typiquement, on avait un bureau à cette époque-là qui était dans un WeWork. Je sais pas si vous voyez un peu WeWork, truc de bureau partagé. Et tout est en cloison de verre. Donc tout le monde peut voir ce que fait tout le monde. Et du coup, on s'est dit, vu qu'à côté de nous, il y avait des start-upers qui mettent des chemises un peu serrées le matin, on s'est dit, bah tiens, on va accrocher tous les tags autour de nous. On est dans une bulle en verre avec que des tags archives autour de nous. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui voulaient être amis avec nous à ce moment-là, quoi. Et donc ça, c'est d'autres tests. Donc encore une fois, quand on vous dit qu'on fait des bases 3D pour pouvoir après redessiner dessus, pour pouvoir après recréer des compositions, etc., c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est vraiment une belle méthode, c'est qu'en fait, il n'y a pas de ligne claire dans le process pour créer un visuel, un projet ou autre. Genre, il n'y a pas un dessin, puis après l'illustrator, après de la 3D, et après vous arrivez et vous peaufinez un visuel final. C'est que vous pouvez commencer par du dessin, commencer par de la 3D, repasser au dessin sur la 3D, rebasculer sur autre chose derrière, tant qu'à la fin, vous avez un outil pour travailler. Et ça, c'est typiquement une de nos scènes de notre film, qui dure, je pense, peut-être 2 ou 3 secondes, où c'était repenser la compo à l'intérieur de cette chambre. Donc la 3D, elle est à péter, mais on a tout changé après derrière pour fitter ça. Et ça aussi, c'est un autre test. Donc du coup, ça, c'est des captures d'écran Blender. Ça, avant, c'était Unreal Engine, ça. Et donc là, du coup, Blender, tu fais des tests, donc tu produis des montagnes, etc. Et après, hop, tu sors l'iPad, tu redessines dessus. Bah tiens, on aimerait bien avoir changé ça le premier plan, le deuxième plan, rajouter des montagnes derrière, rajouter des oiseaux qui volent, etc. Et c'est juste une manière de travailler, quoi. Pour à la fin pouvoir créer ces visuels-là sur nos projets. Donc ça, c'est pas des vues que tu vois dans la vidéo, parce que la caméra, elle se balade tout droit dans le fort d'Alamout. Donc pour l'histoire, c'est un fort qui était en Iran, etc., où la horde d'or mongole viennent le brûler, et tout le principe, c'était qu'il y avait une bibliothèque au fond qui contenait plus de savoir que la bibliothèque d'Alexandrie. Et ils ont complètement brûlé ces bibliothèques-là, et juste l'historien sur place qui venait avec les Mongols disait on peut pas détruire cette bibliothèque là. Du coup les Mongols ont dit bah t'as une brouette, prends les bouquins qui rentrent dans cette brouette et le reste on brûle, quoi. Et il y avait genre des livres qui étaient exceptionnels, il y avait tout plein de choses, et c'était notre point sur les archives qui disait à la fin bah tout ce qu'on choisit de garder c'est ça qui reste dans le temps après. Tout le reste disparaît, quoi.
Et c'était un peu notre point là-dessus. Et donc on s'est tapé quand même une montagne où Paul il a mis des rochers pendant 2 jours, je pense. Moi je faisais autre chose donc ça m'allait. Ah oui, et du coup, quand vous faites une vidéo et que vous exportez les images de votre vidéo, faites l'export dans un dossier, pas sur votre bureau. Ça fait cracher mon ordi, quoi. Parce que ça, là, il y en a, je sais pas, 200 des images, mais à l'export, il y en avait 3000. L'enfer. Donc, un conseil, vérifiez 2 fois avant de cliquer sur le bouton exporter. Sur le projet qu'on avait démarré au moment où du coup on est arrivé à Strat en tant que directeur du Grand Plan et que directeur de Strat Lyon, il y avait à un moment un volet où il fallait qu'on fasse des persos en 3D. Et la technologie nous permet maintenant de se scanner la tête pour se faire soi-même en 3D. Et ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, moi, ça m'a empêché de dormir aussi. Et bah encore maintenant d'ailleurs. Hein. Désolé, là, je suis du coup en très très grand avec un nez très très jaune. Et du coup, en fait, bah, je me suis acheté une chaussette d'acteur, là, les trucs couleur chair qu'on se met autour de la tête et après tu ressembles à ça. Et je me suis scanné en me prenant en photo à 360. Et je me suis mis dans le logiciel. Et il y a ça qui est apparu. Et je me suis dit, putain, faut vraiment que j'envoie une vidéo à Julien à peu près. Toujours à 7h du mat pour le mettre mal très rapidement. Et évidemment, bah, lui, du coup, maintenant, il le met dans nos slides de conférence. Ce qui est vraiment terrifiant, donc je suis désolé pour ça. Par contre, cette expérimentation permet de donner ce type d'humain en 3D après. Assez cool. Franchement, c'est un outil assez facile à prendre en main. Donc, on vous a montré la croûte Paul. Ça, c'est le résultat cool, pas Paul. Il y a une grosse phase d'expérimentation où je me suis mis du coup dans la peau d'un personnage 3D qui permet derrière de donner ce type de rendu assez chouette pour des projets avec des insertions d'humains. Et ouais, je peux continuer là-dessus. Là, ce qu'on vous montrait tout à l'heure avec la montagne, les sketchs, une base de 3D où on dessine par-dessus, ça, ce visuel, qui est un visuel final qu'on a fait pour un concours, et ben en fait, il sort pas de nulle part, il sort d'un travail qui ressemble à ça au début. Et en fait, c'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne avec Julien. Genre, en gros, il m'envoie des images d'inspi, je fais une base 3D, je lui envoie, il sketch par-dessus, je recommence la 3D, je la corrige, je lui fais une capture d'écran, il resketch par-dessus. Au passage, il a des idées de logo pour un tout petit panneau au fond qu'on verra pas, mais on fait quand même le logo. Et en fait, bah, on fait tout ça sur Figma et sur Miro. On fait des flèches, on crée des liens, on s'envoie des dizaines de screenshots, on prend des notes et tout. C'est très organique comme fonctionnement et ça permet d'avoir des visuels qui évoluent avec une collab où on n'a même pas besoin d'être à côté pour communiquer. Et donc, bah, en fait, notre Figma, il ressemble vraiment à rien. Genre, il met 2 minutes à charger tellement il est chargé. Enfin, tellement il est dodu, pardon. Mais bah, le résultat, il est cool en fait, grâce à ce fonctionnement. Donc on n'a pas peur d'avoir un bazar en back-office, dans les coulisses. Et c'est une croûte, parce que c'est ingérable honnêtement, à la fin des projets, à chaque fois c'est cauchemardesque. Il y a plein de trucs dans tous les sens et tout, mais ça permet d'atterrir sur des visuels, des projets qui sont cool. Et puis c'est surtout comme ça que vous réfléchissez quand vous travaillez sur un projet. C'est jamais linéaire. C'est que vous pensez à des images d'inspi, vous ouvrez d'autres choses, enfin tout ça, ça doit pouvoir être représenté. Et tant que vous avez une rigueur derrière, et tant que vous êtes clair avec la personne avec qui vous travaillez sur la manière dont vous utilisez ces logiciels-là, ça peut aller super vite. Bon, ça c'est des croûtes qu'on a fait encore. C'était pour le logo, pour la mort. Ça, je vous raconte même pas le bordel. Hein. Faites genre un truc qui se rentre l'un dans l'autre dans Illustrator. Et j'ai passé 2 jours quoi. Je suis pas bon sur Illustrator, mais là genre j'étais vraiment pas sûr de moi quoi. Et du coup pour le projet sur la mort, on s'est dit bah je vous passe tout le concept de fond. Hein. Genre c'est un peu trop long à expliquer, mais on s'est dit bah tiens on va faire une sorte d'objet qui permet de valoriser notre projet. Et derrière il y avait ce vase, et ce vase là on voulait le faire de manière procédurale. Donc du coup là on a utilisé Blender. Encore une fois on n'est pas pro logiciel, hein. Genre nous on utilise le logiciel qui fit bien au projet derrière. C'est-à-dire qu'on connaît tous les deux une dizaine de logiciels et on utilise le logiciel qui marche bien pour le rendu qu'on veut. On n'est pas bloqué à quelque chose. Et ça c'est un truc vachement important parce que vous apprenez des logiciels, pensez pas que c'est la fin. Toute votre vie vous allez apprendre. C'est le plus important. Et là du coup c'est du procédural et du coup on s'est dit comment est-ce qu'on associe les textures procéduralement. C'est-à-dire qu'on cliquait sur un bouton, tu avais la forme qui bougeait complètement. Ce qui nous permettait après derrière, ah oui, d'ailleurs ça c'était un autre aspect, le bas-relief.
J'ai toujours voulu, avec Paul, faire des trucs à base de bas-relief. Donc on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on fait des bas-reliefs? Ça aussi, c'est une galère. Premier test qu'on avait fait, c'était qu'on avait pris ce personnage-là en 3D et on l'avait aplati en scale. On l'avait mis sur un logiciel de rendu. On s'est dit, bah, tiens, c'est un peu de gueule. Mais en fait, quand tu fais un bas-relief en vrai, c'est pas du tout la même géométrie qu'un scale en 3D. Donc du coup, il fallait reproduire. Et donc du coup, là, on a trouvé des scans 3D de musée, d'ailleurs, qu'on a réadapté et qu'on a posé du coup sur l'objet. Et ça encore, c'est pas des images définitives, c'est encore des images de process, capture d'écran, je le mets dans un dossier, et derrière, le lendemain ou le surlendemain, avec la vie de Paul, etc., on regarde et on se dit, ok, ça avait de la gueule, ça avait pas de gueule, ça on enlève, hop, on redessine dessus, hop, on refait une 3D, etc. Et d'ailleurs, ça nous a permis, sur LinkedIn, d'avoir des vues des pompes funèbres. Voilà, ce projet nous a servi à ça en fait. Ça n'a rien donné, hein, mais au moins j'ai pu faire une capture d'écran pompe funèbre sur LinkedIn. On va conclure doucement mais sûrement en beauté. J'ai retrouvé dans mes captures d'écran bizarres d'archives de mon dossier Strat où il y a 6000 photos, la capture d'écran à gauche là, qui date de 2019. En fait, c'est la première fois qu'on est venu ici, et on était exactement là mais debout, donc on était un peu moins bien reçus à l'époque. Maintenant, on est dans un petit canapé bien confort et tout avec une bière, c'est nickel. Et en fait, donc Guillaume nous avait invité à présenter notre travail de notre studio intégral devant les premiers étudiants et étudiantes de Strat qui maintenant sont en 4e année. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Ce matin, quand on revoyait la presse avec Julien, on se dit mais attends, putain, Guillaume, il nous a écrit sur LinkedIn en 2021 en nous disant qu'il voulait bien qu'éventuellement on soit prof. Et donc en fait, c'est le premier message que Guillaume il m'a envoyé sur LinkedIn, qui date du 15 juillet 2021. Et il m'a écrit quand même à 7h49 du matin. Et c'était un jour où je devais bosser avec Julien chez lui. Et donc en arrivant, je lui ai dit, il y a Guillaume qui m'a écrit il y a genre 3 heures, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et en fait, on s'est envoyé 3 messages. On a fait une conf vidéo le soir même, qui devait durer 30 minutes et qui a duré 3h30. Et il nous a dit, là on est en juillet, en septembre, vous venez donner cours. Vous avez 2 mois pour préparer vos cours. À toutes. Et c'est le début de l'histoire. Ça, c'est cool, je trouve. C'est pour toi, ça. Quand je vous dis que tout est une opportunité, c'est que là, c'est quand on fait des visios avec Google Meet, donc c'est des visios très importantes toujours, hein. Je me connecte une fois, je me déconnecte, du coup j'ai un deuxième visage à moi qui apparaît, et là je me dis, oh putain, là il y a un truc à faire, tu vois. Et du coup j'ouvre 3 navigateurs, enfin et là je me déconnecte, je me reconnecte, et j'ai réussi parce qu'en fait tu te fais déconnecter au fur et à mesure et ton profil il disparaît. Donc je me dis combien de têtes de moi je peux avoir sur la visio avant que les gens ils arrivent. Donc là je pense que j'en ai genre 8 plus 3, voilà j'en ai 11. J'ai 11 têtes de moi. J'ai pas pu faire mieux. Un screenshot encore une fois. Alors, on en parlait tout à l'heure là. Ce gars là, Steve Chamborera, c'est le videur de Strat Paris. Est-ce que je raconte l'histoire ou pas? Ce gars-là, il nous a suivis pendant toutes nos études à Strat. Donc c'est lui qui avait une société de sécurité et il s'occupait de tous les événements de Strat. Donc que ce soit genre les afterwork, les galas, etc. quoi. À un de nos galas, comme on était au B2, je me dis tiens il faut que j'offre une bouteille de champagne à Steve, tu vois. Alors, ce gars-là, il est beau gosse, il est grand et tout, genre je me dis il faut que je sois pote avec lui. Donc du coup je vais voir le B2 de l'époque, j'étais en 3e ou 4e année, et je lui ai dit il vous reste des bouteilles de champagne, il faut que j'en offre une à Steve. Il dit on a plus de bouteilles de champagne. Je fais merde. Du coup je vais revoir Steve et je lui dis j'ai pas de bouteille de champagne, je suis désolé mais je te promets que je t'en offre une. Il me dit ouais c'est ça. 2 ans après, remise de diplôme. Je savais qu'il était là. Je lui ai acheté une petite bouteille de Veuve Clicquot. À l'entrée de l'événement, je lui ai donné la bouteille, il m'a dit ah putain, je savais pas que tu t'en es souvenu. Depuis, ça a commencé la bromance quoi. Depuis ce jour-là, à peu près une fois par an, il m'invite chez lui dans le 9-3 pour me dire tu vas rencontrer ma famille, on va boire ta bouteille de champagne. J'y suis jamais allé. C'est parce qu'on n'a jamais trouvé l'occasion. Et là l'histoire. Et donc du coup, je deviens coordinateur pédagogique avec Paul. Et là,
Steve Chamborer like. Et Paul dit hyper gold. Genre, on a tout gagné, quoi. La reconnaissance. Et là, on continue à lui parler. Sacré Steve. Et d'ailleurs, il est adjoint au maire à Rosny-sous-Bois dans le 9-3, quoi. Genre, ce mec est un fou furieux, quoi. On l'adore. Ah, d'ailleurs, ça là, tous vos raids là sur Insta, etc. Ça, nous, on fait des captures d'écran, hein. On est au courant de ce que vous faites. C'était une histoire de Paris, c'est ça? C'est un soir à la fin de l'année dernière où on finissait les cours de C-Prod avec la promo d'avant. On est allé boire des coups et je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a les 3 oiseaux là qui se sont dit à la même minute on va suivre Julien sur Insta pour lui faire peur. Sauf que je vous rappelle que c'est Julien qui vous fait peur, pas l'inverse. Du coup, ils sont partis en stage après. C'est fini, non? Ah oui, effectivement. Alors, on a un dossier qui s'appelle Étoile Strat-Lyon, où on a, je pense, 40 captures d'écran de mails de vous qui nous sollicitaient, dans le bon ou dans le mauvais sens. Et là, on a par exemple un message Discord de quelqu'un que je ne citerai pas, un soir où j'avais posté un message en mode c'est la dernière ligne droite, si vous voulez mon avis sur votre projet, sollicitez-moi. Et il y a un étudiant qui m'a dit bah, je veux bien votre avis s'il vous plaît. Et puis j'ai quelqu'un qui me dit bonjour, moi aussi SVP. Voilà, c'est ça qu'on vit au quotidien. Alors ça, c'est une remise de diplôme. Alors le nom de la personne, on s'en fout. Mais ça, c'est l'intelligence des personnes qui font ça à Strat. C'est que vous savez, la typo de Strat, quand vous la mettez en majuscule, il n'y a plus la barre au-dessus. Eux, ils se sont dit, on va mettre le nom en majuscule, mais du coup, ils ont zappé la barre au-dessus. Ça, encore une fois, photo, genre l'enfer. Ça devrait jamais arriver, tu vois. Ah oui, et du coup, depuis une année, on a quand même fait 50K bornes en train pour venir ici, quoi. Maxi record, ça. Et on va terminer là-dessus. Ça, c'est une photo dans la salle de projet de Strat Paris qu'on a annexée, là, la salle qu'on a volée à la pédagogie et à l'équipe. On s'était installé avec les canapes et tout machin, donc il y a vraiment tout, hein. On avait mis un petit panier de basket, il y avait des casiers et tout, il y avait une petite plante, nickel quoi. Il y avait la chicha avec la bouteille Evian. Et là, on faisait une session de brainstorming intensif, Julien et moi, sans doute sur son projet de diplôme, vu que c'est lui qui écrit. Et c'était vraiment ça nos journées, quoi. Et du coup, bah, c'est la dernière slide de notre présentation. Merci. Bah, merci pour ces belles croûtes. Et oui, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est le projet L'Oréal. Je m'attendais pas à le voir dans les croûtes parce que souvent ça fait rêver les grosses boîtes comme ça. Et c'est cool d'avoir une vision différente sur ces grosses boîtes parce que c'est vrai que moi la première fois que j'ai vu que vous aviez travaillé pour L'Oréal, je me suis dit bah trop cool. Et au final, on dirait pas tant que ça. Il y a une question là-dedans. Ouais, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez développer parce que Bah, en gros, il faut déjà comprendre l'organisation du groupe. C'est que c'est le plus gros groupe de cosmétiques en France, voire au monde, ouais. Et ils ont vraiment une centaine de marques. Euh, Quand on parle de Yves Saint Laurent, quand on parle de Armani, quand on parle de Lancôme, quand on parle de Garnier, quand on parle de toutes ces marques-là, bah, ça appartient au groupe L'Oréal. Et quand tu travailles pour eux, tu as plusieurs divisions. Tu as le luxe, tu n'as pas le luxe, etc. Bref, donc du coup, tu rentres dans des micro-cases, quoi. Et dans ces micro-cases-là, en tant que freelance designer, tu fais ce qu'on appelle de l'opérationnel. C'est-à-dire qu'on te dit, bah tiens, genre, vous allez me faire un. Et les missions qu'on a faites, elles étaient sacrément cool par rapport à ce qui pourrait arriver. En gros, dans le pire des cas, on te dit, bah, vous savez quoi, on a un mur, nous on fait du mass market, on travaille pour la pharmacie, vous allez mettre les 70 références qu'on a en baume à lèvres, et vous allez les aligner sur des rayons. Donc les baumes à lèvres, il faut les modéliser en 3D, ça va. Mais après, il faut choper la texture du baume à lèvres, la mettre en 3D pour pouvoir la mettre dans le mobilier. Sachant que la texture, je vous montre l'enfer, hein. La texture, c'est un TIFF de 3 Go. Ton ordinateur, il arrive même pas à l'ouvrir. Il n'y a rien qui va et quand tu termines le visuel, tu rends le truc, ils disent, mais en fait,
on va retirer 5 références. Parce que ça va pas. Et d'ailleurs, il y avait une faute dans le truc et il faut changer tous les visuels. En fait, c'est ça tous les jours. Ça, c'est dans le pire des cas. Dans les cas très cool, tu as beaucoup plus de choix créatifs. Et là, pour le coup, on te donne genre un lancement, par exemple. Donc, par exemple, moi, j'ai travaillé sur le lancement du dernier Y de Yves Saint Laurent. C'est avec Lenny Kravitz. Ça pue le parfum, genre, enfin bref, on s'en fout. Hein. Mais du coup, c'est Lenny Kravitz qui dit OK pour ce visuel, etc. Moi, j'ai la signature de Lenny Kravitz sur mes dessins. Et qui te dit, genre, OK, bah go, on fait un podium de 30, 50, 60 mètres carrés pour lancer le truc. Et là, tu as un choix créatif qui est vachement important. Et entre les deux, bah, tu fais des espaces, comme la capture d'écran qu'il y avait là, c'est-à-dire que bah, tu as des plans, etc. Tu as un aéroport, tu as le bon marché, tu as les galeries Lafayette, tout ça qui disent, bah voilà, genre, voici le plan de notre espace, il faut le remplir avec votre marque. Et du coup, là, tu te tapes des réunions marketing à foison qui te disent, non mais attendez, le rouge à lèvres, il faut le mettre en avant parce qu'on a une cible à 49% chinoise. Et ils aiment bien le rouge, les Chinois. Donc du coup, vous allez me peindre le truc en rouge. Après, tu as l'autre équipe marketing qui, eux, sont pas dans les rouges à lèvres mais dans les parfums, te disent mais non, le parfum est plus important. Il faut pas le peindre en rouge, il faut le peindre en or. Et toi, tu es au milieu entre les deux là, et tu es avec ta souris, et tu peins en or ou en rouge en permanence, comme ça, là, genre bouge à droite à gauche. Ça, c'est notre expérience L'Oréal, quoi. Mais ils payent très cher. Pour une ordre d'idée, au début, on était à 250 € jour pour eux. Et là, maintenant, on est autour de. C'est quoi? C'est 600 € jour. Ok. Et avec ce que vous faites à Strat, vous continuez à travailler pour des boîtes comme L'Oréal ou c'est bon, c'est fini? Parce que tu parles de aujourd'hui, c'est pour ça. Alors, moi, c'est pas complètement fini. J'ai très bientôt fini. Il me reste une dernière mission à faire. C'est pour Garnier. Donc, si vous voulez de l'ultra doux, du démélange feu, etc., faites-moi une liste, quoi. Le nombre de références qu'ils ont en ultra doux, vous imaginez même pas. Vous savez, pendant le confinement, il y avait des vidéos sur TikTok, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est le marketing. Genre vous pouvez vous rincer les cheveux avec du vinaigre, ça va les aider, etc. Genre beauté à la maison, etc. Du coup ils se sont dit, bah, super, on va lancer une gamme de 50 produits à base de vinaigre. C'est ça tous les jours. Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au marketing. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, justement, dans le design, le marketing, est-ce qu'il n'a pas pris trop de place parfois? Bah, je parlais de mon expérience, mais dans le cadre de L'Oréal, c'est une boîte marketing. Et d'ailleurs, le design est dans la section marketing de la boîte. Quand on parle de design et quand on parle de DMI, par exemple, c'est la division marketing internationale. Et le design est là-dedans. C'est-à-dire que le design, pour une boîte comme ça, c'est l'outil visuel, l'outil créa du marketing. C'est-à-dire que le design n'a aucune force de proposition pour ce genre de groupe. Et faire une carrière en tant que designer au sein de L'Oréal, t'es vite limité. Parce que tu deviens chef de groupe, donc tu deviens chef de la créa, en gros, de Garnier, si je prends un exemple. Mais sauf que derrière, tu peux pas augmenter plus. Sauf si tu fais une formation en finance, sauf si tu fais une formation ailleurs et tu deviens manager. Mais tu touches plus du tout au dessin, du coup, après, derrière. Souvent, ce qu'ils font, les personnes, c'est qu'ils viennent directeurs d'une marque comme Garnier, par exemple, en design. Et c'est souvent du retail design, parce que c'est toujours appliqué au monde réel. Et derrière, soit ils sont dénichés par une agence, donc ils vont travailler pour une agence, soit ils vont créer leur propre marque qui vont se faire racheter par L'Oréal, ou soit ils vont élever des moutons en Ardèche, quoi. Et est-ce qu'avec vos projets de fin d'année là, de 6 mois avec Intégral, vous avez réussi à les outiller, à faire un peu d'argent avec, ou vraiment c'était juste pour le kiff Et est-ce qu'il y avait cette idée aussi derrière de se dire, on va peut-être pouvoir en tirer quelque chose, ou c'est vraiment pour la beauté du design que vous avez fait ça, quoi? Alors, ce qui est beau avec Intégral, c'est qu'on n'a jamais fait d'argent directement. On a créé une SAS qui nous a coûté un bureau, un pote, vraiment un cabinet comptable pendant 4 ans. On n'a jamais fait d'argent comme on pourrait l'entendre. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, et il est là, le mais quali, c'est que grâce à nos projets perso, on a pu travailler avec Fabrice, qui à l'époque bossait à Epitech, qui nous a filé une mission
fantastique sur le redesign des projets de diplôme et de la cérémonie des diplômes d'Epitech. Et ça, Fabrice, tu nous contredis, mais si on n'avait pas notre démarche de recherche, c'est une mission qu'on n'aurait jamais décrochée. C'est clairement pas nos missions en freelance qui nous auraient permis d'accéder à ça. En mars 2022, on a fait un événement. 2022 ? Ouais, c'était un an. Ouais. En mars 2022, on a fait un événement sur une toute petite péniche sur la Seine pour présenter notre film sur les archives. On a invité Kumpush, puis il est resté après la fin de la soirée, pendant qu'on passait la serpillière. Et vraiment, comme il sait bien le faire, c'est-à-dire te dire les choses au mauvais moment. Tu passais la serpillière et je discutais avec Guillaume. Enfin, Guillaume me discutait. Et c'est là où, à 23h57, j'ai regardé l'heure quand il m'a dit ça. Il me dit t'en reparleras avec Julien, mais je pense que ça pourrait être pas mal que vous preniez la direction pédagogique de l'école, vu ce que vous avez montré ce soir. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. Il nous a dit mot pour mot, j'aimerais que vous fassiez ce que vous faites là pour Intégral, pour Strat. Et en fait, comme tous vos projets que vous allez monter, c'est que des constructions sur des opportunités. Et en fait, Intégral, c'était un vecteur d'opportunités. Sur des contacts, sur du réseau, sur plein de choses, et notamment pour Strat. Et en fait, Intégral a été construit comme ça. Au début, on voulait faire de la thune, notamment genre avec le tableau, là on se disait on va se faire 60K en un mois. Genre on les a jamais vus. Hein. Alors, on présentait quand même à des clients qu'on n'a jamais vus. On va vous faire une analyse sur tout votre système, etc. Ça va vous coûter 60 000 €. Ils nous regardaient en mode vous êtes qui déjà? Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de proposer des projets blancs, de proposer une vision, de se faire connaître par cette vision-là. Et en fait, derrière, les gens allaient nous contacter. Ma plus grande déception, c'est que je l'ai pas compris très tôt, quoi. C'est en le faisant que tu le sais, quoi. Et comment vous avez communiqué autour de ces projets? Parce que moi, j'ai un peu regardé sur Instagram, sur Internet. Et c'est vrai qu'on a du mal à vous trouver. Alors, ça, c'est l'enfer. Instagram, pour moi, ça a toujours été de l'enfer. Parce que sur un projet où tu as du fond pendant 6 mois, tu dois résumer de la recherche sur une vignette ou sur 10 vignettes. En fait, tout est réducteur. Et du coup, au début, on se disait, bah tiens, on va sortir peut-être des beaux visuels, on va les poster. Mais sauf que nos visuels n'étaient pas assez quali par rapport à une agence qui fait que du visuel. Parce que l'objectif, c'était pas sortir du visuel, c'était sortir un projet de design avec un fond, etc. Et donc, du coup, nous, on nous comparait sur des visuels, alors qu'en fait, on avait un projet de fond derrière. Donc, du coup, on se comparait visuellement. Donc, c'était pas une mauvaise solution. Après, on s'est dit, bah tiens, on va mettre que du process, que des croûtes. Et donc, du coup, les gens vont se balader dans des croûtes sur tout un fil Instagram et ils vont comprendre le process derrière. Sauf que personne n'a envie de voir une croûte, donc ça va pas marcher. Après, on s'est dit, tiens, on va écrire des articles médiums. Donc on s'est dit, bah super, genre on va écrire des articles, hop, on va en faire 4-5 par projet, comme ça on vulgarise un peu les projets, et on va les poster sur LinkedIn. Sachant qu'on a 10 abonnés sur LinkedIn, genre l'audience, c'était moi et ma mère, tu vois, genre, il n'y avait personne, quoi. Et donc du coup, en fait, tu te battais en permanence sur la visibilité. Et donc du coup, tu suais, tu saignais sur un projet, où tu mettais toute ton énergie, à la fin tu étais rincé, t'en pouvais plus, et tu devais te battre au niveau com derrière pour essayer de vendre ton projet. C'était l'enfer. Et la solution à ça, du coup, ça a été quoi? Le réseau. On a fait que fonctionner en réseau. En fait, on n'a jamais eu besoin de développer notre audience internet parce que tout est passé par le réseau. Et en fait, on peut contacter quelqu'un à qui on n'a jamais parlé sur Insta ou sur LinkedIn et on lui envoie le bouquin sur la démocratie, on lui envoie le lien YouTube sur notre mini-film sur les archives. Et en fait, ça parle pour nous et on est bon. Et ça nous fait des portes d'entrée. Donc c'est que en fait via du réseau. On n'a fait aucun rayonnement public. Sauf la fois sur LinkedIn où on nous a dit on dirait la ligne Maginot, quoi. En fait, c'est ça vous a refroidi, quoi, cette expérience sur LinkedIn. Bah non, tu vois, genre typiquement là on avait un nouveau projet avant qu'on l'arrête parce qu'on a pris ces postes là presque à plein temps pour moi et à plein temps pour Paul. Et à la fin du projet sur la mort, là on s'est dit tiens, il faut qu'on change de modèle intégral complet. Bon là on ferme intégral, tu vois. Mais on s'est dit bah tiens, avant, genre on va essayer de lancer un modèle. Et on s'est dit, ce qui nous fait vraiment kiffer, c'est de travailler sur des sujets. On n'a pas idée ce que c'est. Genre, ça nous fait juste kiffer. Souvent, on prend 2-3 bières ou une chicha et on se dit, bah tiens, là-dessus, il faut vraiment qu'on bosse dessus. Et on se dit, bah ok, comment est-ce qu'on va le valoriser sur Instagram? Et on s'est dit, bah, on l'a pas fait ça, mais ça, je pense qu'on le fera un jour. C'est que sur 10 vignettes, tu fais de la pure exploration. Visuelle, textuelle, n'importe. Mais tu as un post, c'est une exploration. Ça, c'est un truc. C'était un modèle qui n'était pas si mal que ça, c'est juste qu'on n'a jamais pris le temps de le développer. Ok, merci.
Est-ce que justement, par rapport au fait que vous ayez beaucoup d'idées enfin, de choses qui viennent de rien au final, enfin d'observation, est-ce que parfois vous avez eu, par exemple, toi Paul ou toi Julien, une idée qui n'a pas plu à l'autre et total flop entre vous deux? Alors oui, c'est arrivé, et c'est ce qui nous a appris à communiquer. En 2019, quand on a bossé sur nos projets sur l'air, on était chez moi tous les jours de 9h à 19h, et on bossait sur des visuels et sur des textes parce qu'on avait un bouquin à sortir et le temps vraiment filait très vite. Et je me rappelle très bien qu'à chaque fois qu'on se proposait un truc, l'autre il était pas d'accord. Mais enfin, on était arrivé à un moment où c'était du clash. Je lui proposais une phrase pour le bouquin, il me disait non, ça va pas. Alors que clairement dans le duo, c'est moi qui écris quoi. Et il me proposait un visuel parce que c'est lui qui fait les rendus, et je disais à la compo quand même, ça va pas aller avec le texte quoi. Donc sur les idées de fond, on a toujours été DAC. Sur le détail, je pense en 2019, en 2020, on n'était pas tout le temps DAC. Mais après, en fait, on a appris à communiquer, à bosser ensemble. Et c'est pour ça qu'on vous a montré le process là, à un moment, sur notre Figma. C'est que maintenant, on se balance des trucs et on se clash, mais sur Figma. Et en fait, il me fait des gros traits rouges sur mes 3D. Et je lui fais des gros autres rendus. Et après, je lui envoie une photo, enfin une vidéo de moi en 3D et ça le calme. Et après, il me renvoie des corrections sur sa tablette. Et puis en fait, on fonctionne comme ça. Et maintenant, on trouve des compromis. Mais toi, tu as une bonne définition du compromis. Ouais, je sais plus ce qu'il a dit, mais en fait, le compromis, c'est quand personne n'est content. C'est que dans les deux parties, personne n'est content. Après, on peut l'avoir dans l'autre sens aussi, c'est que tout le monde est content. Moi, je préfère celle où personne n'est content. Parce que moi, j'ai jamais été content dans mes compromis, donc du coup, ça me rassure un peu plus. Et est-ce que vous avez déjà eu des périodes entre vous vraiment très stressantes, enfin, peut-être en 2019-2020 apparemment? Je me souviens de 2 ou 3 fois, on s'est vraiment engueulé dessus, quoi. Mais pas stressé plus que ça, Pas tu vois, stressantes, genre. mais qui remettent en question Parce que peut-être c'est nos projets, tu vois, on s'en fout, tu vois, genre. Le truc, on le pond, on se dit, on le pond le mercredi. Si on le fait le mercredi d'après, y a pas de souci, tu vois, genre. On s'en fout. mais des moments où vous êtes dit peut-être, est-ce que votre avenir de votre collaboration, elle peut prendre fin, quoi? Les bureaux, c'est un peu difficile. Parce qu'en fait, c'était l'argent qui a posé problème. Et à partir de ce moment-là, on a revu notre système financier, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu te rends compte que l'argent peut séparer des gens, alors que tu as des affinités intellectuelles, tu vois. Genre, tu fais des projets, ça marche bien, tu fais des visuels, ça marche bien, genre, tu rencontres des gens, tu te marres toujours autant. Tu sais, nous, on se marre toujours autant, hein. Alors que ça fait quand même sacrément longtemps que je le connais, tu vois. Mais quand tu te rends compte que l'argent peut séparer un groupe de potes, là, tu te dis, ok, soit tu t'arrêtes, ou soit tu changes la manière dont tu vois l'argent. Et du coup, on a changé la manière dont on voyait l'argent. Et du coup, à partir de là, c'était comment est-ce qu'on construit une relation sur une base argent saine. C'est-à-dire, genre, tout ce que Paul gagnait, il me le reversait à 50%. Tout ce que je gagnais, je le reversais à 50%. C'était purement communiste. Mais à la fin de la journée, il fallait qu'on puisse avoir chacun 6 mois de loyer, 6 mois de vie derrière. Si on avait un des deux qui n'avait pas l'argent, bah en fait, le projet ne pouvait pas fonctionner. Donc du coup, on était dans une interdépendance très très forte au niveau de la thune. Mais juste parce qu'on était transparent. Et c'était le plus important, je crois. Bah, merci pour ces réponses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oh putain. Clairement pas, non. On est tous. Attends juste, je vais répéter la question pour le micro. Elle a dit oui, tous les projets que vous avez présentés sont merdiques, sauf que vous êtes des dieux du design. Donc, non mais en résumé. Et est-ce que vous avez des projets dont vous êtes vraiment fiers? Je pense qu'on est fiers de chacun de nos projets. On n'est pas fiers du résultat, nécessairement, parce que la forme à la fin, elle périme. Mais on est toujours fiers du fond. On est toujours fiers de la méthode, du process qu'on a eu pour y arriver. Et en fait, c'est une aventure, tu vois. C'est vraiment un truc de roman, là, ce que je suis en train de dire. Mais en gros, c'est ça, tu vois, un projet. Mais sauf qu'on n'est pas du tout de design, hein. On est des vieux croutons, hein. C'est juste qu'il y a un truc qui est important dans le design, c'est savoir raconter une histoire. Toute votre vie
là, pendant les 70 prochaines années, peut-être un peu moins pour certains, que je vois fumer des clopes là dehors, toute votre vie, votre métier, c'est de savoir vendre votre merde. C'est la base du métier. Vendez-le. Et c'est pour ça qu'on fait chier des quatrième années là, sur du portfolio, sur comment tu décomposes ton histoire, comment est-ce que tu la vends. Mais c'est parce que c'est la base du truc. Un visuel en tant que tel, faire un beau visuel, mais ça n'a aucune valeur. Faire un beau sketch, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'il y a derrière. C'est comment est-ce que vous arrivez à le vendre. Comment est-ce que les gens qui vont vous regarder, vous arrivez à leur foutre des petites étoiles dans les yeux, tu vois. Et ça, c'est un truc qui s'entraîne, mais c'est le plus important. Notamment sur les cours de C-Prod en deuxième année. On vous tanne à longueur de journée là, d'avoir un fil rouge bien construit, de bien amener vos projets, de ramener du rêve, etc. C'est pas du hasard. Hein. C'est quand vous allez présenter des projets, c'est ça qui marche. On s'en fout à la fin si vous avez un beau visuel ou pas. Et je suis assez d'accord sur le côté on est fier de tous nos projets, au moins dans la démarche. Et après, ce qu'on s'est dit pour cette conf, c'est on passe notre temps à vous montrer des trucs quali où on a réussi. Genre, il serait peut-être temps de casser un peu le mythe et de montrer vraiment que les trucs qui n'ont pas marché. Parce que ça, on n'en parle pas. Et en fait, ça a autant de valeur que les choses qui ont fonctionné, parce que ça a participé à notre histoire, à ce qu'on est aujourd'hui, individuellement et en commun. Et je pense que ça a au moins autant participé à là où on en est que nos projets réussis. Et après, pour finir de répondre à ta question et arrêter la langue de bois, moi, personnellement, l'un des projets dont je suis le plus fier, c'est celui que Fabrice nous a donné, parce que c'est un bel exemple de projet design à 360, où on a fait de l'espace, du produit, de l'interaction, de l'identité. On aurait pu ajouter le volet mobilité, mais ah bah si, en fait, la Céno, elle était dans un parking, donc il y a de la mobilité au passage. Voilà. Et en fait, c'était un exercice incroyable avec un client qui était vraiment bien. En plus, Fabrice, qui avant était notre mentor à Strat-Sèvres et qui est devenu depuis un ami. Et en fait, c'est juste génial de bosser dans ces conditions. Et en plus, à la fin, bah, tu nous diras le contraire, Fabrice, mais le projet était vraiment cool. Genre, je pense que tout le monde était content. En plus, on a été payé, donc trop bien, quoi. Donc ouais, non, on est fiers de tous nos projets. Certains dans le fond, d'autres dans la forme, parfois un peu des deux. Mais aujourd'hui, c'est conférence croûte. D'autres questions? Est-ce que ça vous arrive souvent de ne pas être satisfait de ce que vous faites? Alors, moi, jamais, Julien, tout le temps. Et je pense que ça résume bien notre dynamique. Genre, il faudrait vraiment être à côté de Julien pour comprendre à quel point est-ce qu'il est jamais satisfait de ce qui sort. Et moi, à quel point je me dis, bon, on va passer à la suite, là, peut-être, non? Le nombre de congés que j'ai poncés, moi, je te raconte même pas, quoi. C'est une torture. Si jamais tu le ressens, toi aussi, t'es jamais satisfait, c'est une torture tous les jours. Sauf que tu vas avoir à vivre avec. C'est que, encore une fois, quand on vous dit, genre, il y a un truc important dans le design, c'est la deadline, c'est pas pour rire. C'est qu'un projet, tu peux le taffer pendant 20 ans. Tu peux l'améliorer au centimètre près, tu peux l'améliorer au congé près, tu peux améliorer ta presse à l'infini. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est de rendre le truc. Quand tu le rendras, il sera à un niveau de ton rendu. Tu auras mis toute l'énergie qu'il faut pour aller à ce niveau-là. Le client, il sera content ou pas content, tant pis ou bien vu pour toi, tu vois. Mais c'est ce qui est important, c'est la deadline. Tu rends pour un moment. C'est un très beau métier. Je dors pas la nuit, mais c'est un très beau métier. On a fini avec les questions, ou il y en a encore quelques-unes? Yes. Alors, au début de la présentation, on a vu une urgence pour finaliser le diplôme. Et est-ce que ça sera la même urgence pour nous ici à Lyon, étudiants? Non, mais oui. L'urgence, elle va être créée par les étudiants et les étudiantes qui vont vouloir aller jusqu'au bout. Et on va leur laisser la place pour aller jusqu'au bout. Clairement, nous, on s'est mis dans une sauce et c'était notre propre décision. Le gars au premier plan qui était en petit pull et en chemise bien propre sur lui, qui avait dormi 12 heures, il a fini son diplôme un mois avant les autres. Hein. Et on aurait pu tous faire ça. Mais il y a une espèce de culture nulle de la charrette, en archi et en design,
qui fait que on avait 22 ans et demi, on était vraiment frais comme des coins, on s'est dit on va y aller. On va ruiner 5 ans d'espérance de vie pour avoir un diplôme vraiment cool. Le fait est qu'au niveau des maths, sur les 22 de la bande de potes qui a annexé cette salle pour bosser à Strat jour et nuit, il y a eu 27 mentions. Donc il y a eu des doubles mentions et tout. Alors je dis pas qu'il faut faire des nuits blanches pour avoir une mention, hein. Surtout ne déformez pas mes propos. Mais je dis que quand on met suffisamment d'amour et de passion dans son travail, en fait ça se voit parce qu'on fait des projets justes. Du coup, oui mais non. Ou non mais oui. Mais oui quand même beaucoup. Et maintenant que vous faites partie de la direction, au niveau des chichas, ça se passe comment? C'est toujours formellement interdit. Mais il n'est pas impossible que sans faire exprès, à un moment, je vois pas ce qui se passe. Mais c'est toujours formellement interdit. On a des superbes espaces extérieurs qu'il faut exploiter. Donc merci de ne pas foutre le feu à l'école. Surtout près de la box OSB. Donc en un mot, c'est interdit. Ok. Merci à toi. Ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de compétitions entre vous, en résumé? Je pense qu'entre moi et Paul, il n'y a jamais eu de compétition. Euh, Entre moi et d'autres personnes, il y a déjà eu de la compétition. Je vous cache pas qu'il n'y a pas de compétition, hein. Mais en tout cas, entre moi et Paul, il n'y a jamais eu de compétition sur, euh, sur notre travail à l'école. Après, vous voyez, la compétition à Strat, on se l'imagine en première et deuxième année. On se dit, bah super, genre, c'est le moment où il y a les notes, etc. Genre, il faut y aller. Mais en fait, plus vous apprenez à avoir de la maturité, plus vous travaillez avec vos potes, en fait, vous vous rendez compte que ça sert à rien, quoi. Les gens qui travaillent ensemble, c'est les gens qui ont des meilleurs projets. Et il n'y a pas de secret, quoi. Voilà, je vous dis ça va vous vraiment vous passer au-dessus du crâne et après, dans 5 ans, vous allez me dire, ah ouais, c'est vrai que vous me l'avez dit, etc. Mais, je vous le redis, travaillez ensemble, parce que c'est ça qui a le plus de valeur. Tu veux répéter la question pour le micro? Ah oui, est-ce que la plupart de... Pardon. Est-ce que la plupart de vos clients viennent de Strat ou vous avez réussi à en choper ailleurs? Bon, un micmac, quoi, genre un peu des deux, quoi. Mais je pense que le fond de la question, c'est que genre tous les contacts que tu te fais dans l'école, ils ont une putain de valeur. Ça, c'est indéniable. Nous, on recontacte des personnes qu'on n'a pas vues depuis 5 ans, et vu qu'on était dans la même promo, et vu qu'on a travaillé ensemble, genre ces gens étaient là, ils te répondent. L'école, c'est votre premier réseau, hein. Il faut vraiment pas l'oublier. C'est la vraie valeur pour demain. Même si vous chafouinez pour une histoire de cœur ou je sais pas trop quoi, genre passer au-dessus, ça a plus de valeur demain, quoi. Je reviens juste 2 secondes sur la question de la compétition parce que je pense que c'est un gros point d'intérêt. Des photos comme celle-ci et comme celle-ci, honnêtement, je pense que j'en ai 200 sur mon ordi de cette salle-là qui fait quand même que 35 mètres carrés où on était 20. Je vous laisse imaginer le ratio de personnes par mètre carré, c'était indécent, ça sentait vraiment mauvais à l'intérieur. Surtout qu'on buvait vraiment beaucoup de Red Bull à la fin. Et en fait, là, typiquement, ce qu'on a ici, là, ça, c'est du design, ça. Ça, c'est quelqu'un qui est en charrette sur son diplôme et qui prend du temps à 4 heures du mat pour donner des conseils à Julien qui lui a donné son avis. Et là, ce que vous voyez ici, là, c'est pas des gens qui sont seuls chez eux à bosser sur leur diplôme à 2 semaines de la fin. C'est des gens qui sont ensemble dans la galère et qui s'entraident. Elle, là, Loïs, une de nos meilleures potes, qui était en design d'espace avec moi, on a passé, je pense, en cumulé 2 semaines faciles à l'aider sur son visuel principal de projet de diplôme, sachant qu'elle a eu l'indécence de modéliser en 3D un océan. Insupportable. Mais elle n'a pas juste fait un océan parce que c'est un plan d'eau avec un peu de noise, hein. Elle a foutu un œuf de 12 mètres de haut en bambou qu'elle a modélisé à la main, qui est en fait une habitation qui résiste à la montée et à la descente des eaux pour sauver les populations thaïlandaises. Et en fait, elle était nulle en 3D, Loïs. Et ça, il n'y a qu'en 3D qu'on peut le faire, parce qu'il fallait mettre du mouvement, il y avait des contraintes techniques et tout. Donc on l'a aidé. Et on a sacrifié du temps de notre projet pour le sien. Loïs, elle a eu 3 mentions, hein. Mention mémoire, coup de cœur, félicitations. C'est l'une des premières de Strat à avoir eu la triple mention. Et elle s'est dit, après mes 5 ans de Strat, je vais pas m'arrêter là, parce que j'ai pas assez souffert.
Donc je vais repartir sur 4 ans en école d'archi. Donc Loïs, elle a fait 9 ans d'études. Elle est sortie là il y a du coup 3 ans. Et puis du coup, ouais, alors elle passe encore ses concours parce qu'il y a quelques rattrapages, mais ça c'est pas grave. Et en fait, cette personne-là, on l'a aidée parce qu'elle était dans la galère. Et puis vu que Adrien, il avait fini avant, il a aidé tout le monde. Alors qu'en fait, personne ne lui avait rien demandé et que lui, personne l'a aidé parce qu'il a fini pendant que nous, on commençait nos sketchs. Et puis Kevin ici, qui a bossé pour les 5-5, hein, un studio qui est assez réputé, pareil, dans sa générosité extrême et sa beauté infinie, il a aidé tout le monde. Donc on l'a aidé en retour. Et en fait, toutes ces personnes-là, là, cette grande bande de potes, on se parle encore. Hein. On a encore une conversation qui s'appelle Diplôme 2017, où on continue de se voir, de boire des coups ensemble. Et ça crée des liens. Donc oui, il y a une compétition contre la vie. Pas entre nous. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Et franchement, et ça là, ça c'est la vraie culture. Et de temps en temps, on se fout de la gueule de Hector et on le prend en photo pendant qu'il dort. Normal, quoi. Mais est-ce que le fait que le contenu pédagogique il soit le même pour tout le monde et qu'on ait un accès au drive à tous les projets de tous les étudiants, ça nourrit pas aussi ce truc de compétition qui... Enfin, j'en ai parlé avec des étudiants et il y en a quand même qui ont tendance à le ressentir. Et comment on peut régler ce problème? Travailler sur vous-même, déjà. Enfin, il y a de la place pour tout le monde à Strat. Hein. Il n'y a pas de place pour vous si vous ne travaillez pas. Pas si vous êtes moins bon qu'un autre ou qu'une autre, déjà. Et là, ce qu'on ne voit pas, là, sur cette capture d'écran, c'est toute cette zone-là, qui est ici, là, qui est un immense mur où on avait imprimé plein de sketchs de recherche. Et ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on collait des post-it sur les sketchs des autres, avec nos remarques, nos retours, nos commentaires, pour que, en permanence, on puisse s'entraider. Et en fait, le drive, il sert à ça aussi. Hein. C'est une vitrine pour vous forcer à vous dévoiler plutôt que d'avancer dans votre coin. Parce que c'est ça qu'elle dit, cette photo. Hein. C'est montrez-vous les uns aux autres. Mais on n'a plus ce droit de regard du coup sur nos projets où il y a des choses qu'on va pas avoir forcément envie de montrer. Je voulais juste revenir Et sur le c'est mur tout. de sketch. Ouais, tu peux. Pourquoi tu parles de trucs importants comme ça d'un coup là? Et en gros, ce mur de sketch là que vous voyez pas, c'était notre drive à nous, tu vois. Et en fait, ce truc là, c'est que à partir du moment où vous arrivez à vous détacher de ce que vous faites, en fait, c'est des études qui sont très personnelles. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, ça vient de vous. C'est c'est votre dessin, c'est votre machin. Et donc, du coup, derrière, tout ce que vous produisez, vous avez l'impression que c'est vous. Et donc, du coup, dès que vous critiquez, dès que quelqu'un critique un dessin que vous faites, vous le prenez personnellement. Alors qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est votre métier. C'est-à-dire que ce que vous produisez, on s'en fout que ça vienne de vous ou pas. Il faut vous décaler de votre création. La création n'est pas vous. Et je pense que Rémi, ça tu pourrais en parler pendant des heures, tu vois. Mais typiquement, quand tu accroches des trucs au mur, quand tu mets sur le drive, etc., c'est pas votre nom derrière. Quand on voit le truc, on se dit pas, tiens, lui il est nul, machin, c'est pas ouf ce qu'il a fait. C'est genre comment est-ce que tu arrives à prendre toute la data, tous les retours des gens qui sont autour de toi pour améliorer ce projet-là. Parce qu'à la fin de la journée, ce projet-là, c'est pas toi. C'est le projet pour un objectif. Et sauf que ça, je conçois, parce que j'étais dans la même situation que vous, que c'est vachement difficile à passer le cap. Mais au fur et à mesure, tu arrives à le passer. Et là, pendant les diplômes, le mur de la salle était rempli de sketchs. Tu avais des personnes qui étaient ultra bons, qui montraient des trucs complètement dégueulasses. Mais les gens lui disaient, mais ça va pas du tout, tu devrais changer ça. Et à la fin, il a fait un projet sublime. Mais parce que vous étiez dans cette dynamique de ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer chez les autres et tout. Mais c'est vrai que cette dynamique, on la retrouve pas au premier abord dans le drive en fait. C'est là, en l'expliquant, on se dit ok, on peut l'outiller de cette manière-là. Ça, tu peux pas l'expliquer. Ça, c'est à vous de le faire entre vous. Typiquement, nous, dans la salle, on s'est pas dit, à un moment, tiens, on fout tout au mur et on regarde les uns aux autres et quelqu'un va avoir une réflexion. C'est qu'on s'est tous parlé et on s'est dit, ce serait ouf de se montrer tous nos projets de recherche, tout notre process. Tu vois, en fait, c'est pas le fait d'avoir un drive qui va faire que vous allez changer de mentalité. C'est vous, en discutant autour de vous et en parlant de ce truc-là, qui va faire que les mentalités elles changent. Le drive, c'est qu'un outil, on s'en fout de l'outil. Merci. Des questions ou on peut passer dehors Et juste dernier point là-dessus, parce que je pense qu'il faut vraiment insister, après on ira se birer sympathiquement. Moi, perso, je vous le dis, c'est le petit moment émotion vieux crouton, mais mon moment préf de la journée actuellement, c'est quand vers 17h, 17h30, je passe la voir qui est-ce qui reste et qui est en train de taffer, et que je vous vois, et qu'en fait vous êtes en train de discuter les uns les autres de vos projets. Et en fait, je retrouve pas l'esprit Battlefield, hein, je retrouve l'esprit qu'il y a ici là, et je me dis putain, ça y est, on y est là.
Il y a des deuxièmes à côté des quatrièmes. Alors les troisièmes, ils vont revenir, mais pas tout de suite. Il y a un peu des premières années, c'est ça qu'on veut. Et le drive, déjà, le drive, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser sauf pour déposer vos rendus. On va pas vous forcer à l'utiliser. Mais surtout, c'est une piste. Et en vrai, bon, alors l'imprimante, elle est payante et tout, c'est relou, mais montrez-vous vos travaux, montrez-vous vos sketchs, montrez-vous vos iPads et tout machin, mettez-vous en difficulté. Et quand je passe là et que je me dis, putain, yes, il y a 20 étudiants ce soir qui taffent ensemble, là, je me régale. Parce que je me dis, c'est exactement ça, l'esprit de Strat, où on collabore, on se met en difficulté et ensemble, on se renforce positivement. Ok, merci. Voilà. J'avais vu qu'il y avait une dernière question. Non, ok, elle a disparu. Est-ce qu'on peut aller boire des bières? J'ai l'impression. Et merci à tous. Wow, j'ai failli oublier de conclure, merci. mais merci d'être là. Merci, Merci à Paul et merci. Julien. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et pour les timides, ceux qui ont envie de poser des questions plus intimes, et bah, je vous invite à les poser dehors. Et merci Estrade pour l'invitation. Bah de rien, c'est avec plaisir. Merci à vous encore.